Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé du jeudi. J'ai le grand honneur et le plaisir de recevoir cet après-midi le professeur Pierre Amarenko, chef du service de neurologie et du centre d'accueil et de traitement de l'attaque cérébrale à l'hôpital Bichat, pour un ouvrage plein d'espoir publié aux éditions du Rocher, Vaincre l'AVC, sous-titré Comment le reconnaître, comment en guérir, comment le surmonter et comment l'éviter, ce qui nous donne le fil conducteur de notre entretien. Professeur Amarenko, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui pour parler du combat qui est le vôtre depuis une quarantaine d'années contre cette maladie que vous considérez comme une des plus graves qui soit, bien que la mortalité baissait de moitié durant cette période, passant, dites-vous, de 66 000 à 31 000 décès par an. En effet, qu'est-ce qu'il y a de plus grave qu'une destruction d'une partie du cerveau? Ce que constitue l'attaque cérébrale, l'accident vasculaire cérébral. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en guérir et qu'on peut l'éviter. Et que, au-delà de la mortalité par AVC, qui est faible, parce que c'est environ 10% des gens qui meurent d'un AVC, on sait que 60% des gens récupèrent en totalité de leur AVC ou quasi-totalité. Donc, c'est un message d'espoir, c'est que l'AVC n'est pas une fatalité, c'est pas la fatalité de rester toute sa vie restant avec une hémiplégie ou une perte de la parole, une perte de la vue. Mais non, on peut récupérer l'AVC. Il y a 20% des gens qui gardent des séquelles malgré tout modérées, et il y a 10% des gens qui ont des séquelles sévères, c'est vrai. Quand vous disiez que c'est une des maladies les plus graves, vous expliquez qu'elle constitue en fait la première cause de handicap. Ah, c'est la première cause de handicap acquis de l'adulte. Oui, c'est vrai. Et vous dites qu'il reste beaucoup à faire pour que l'ensemble des victimes d'AVC puissent bénéficier des énormes progrès médicaux. 50% des cas ne sont pas pris en charge dans une unité dédiée. Ah, vous avez tout à fait raison. 50% des cas, des gens ne peuvent pas atteindre une unité d'AVC parce qu'il n'y a pas assez de lits. Et c'est doublé actuellement de l'énorme crise d'infirmières qui écrase l'assistance publique hôpitaux de Paris actuellement, qui fait que tous les services d'AVC ont la plupart de leurs lits fermés. Et qu'on se prépare dans les semaines et les jours qui viennent à de graves problèmes de prise en charge des patients qui ont un AVC. Mais ça, c'est plus un problème politique maintenant, à cause de ce manque d'infirmières qui est dramatique, catastrophique, qu'on n'a jamais vu. Et voilà, donc oui, ça c'est une grande difficulté. Mais il est vrai que l'AVC peut être guéri. Pour une maladie qui est fréquente, vous dites en France, un peu moins, une personne sur 5, soit tout de même 20% de la population, qui a actuellement 25 ans, aura un AVC durant sa vie. Oui, une personne sur 5 en France. Dans le monde entier, c'est 1 sur 4. Et en France, c'est 1 sur 5 en général. Si on prend les femmes, c'est pratiquement 1 sur 4. 1 sur 4. Bon, il faut assortir de ça le fait que 80% des AVC pourraient être évités. Et je pense qu'on en parlera un peu plus tard, de la prévention de l'AVC chez quelqu'un qui n'en a jamais eu un. 80% des AVC pourraient être évités si l'on fait les choses nécessaires. Alors vous écrivez dans votre livre, ça touche 150 000 personnes, 30 000 chez les moins de 55 ans, auxquels on rajoute 30 000 attaques provisoires. Et deuxième chiffre, vous dites 600 à 700 000 personnes vivent en France après avoir fait un AVC. Oui, les survivants d'un AVC, oui, en effet. Donc c'est un poids pour la société très important. Ça pose des problèmes évidemment de réinsertion dans la famille, dans la société, dans le cercle amical, au travail, puisque vous vous rappelez que 30 000 surviennent avant 55 ans, donc en pleine activité professionnelle. Et tous ces problèmes-là doivent être pris en charge au décours de l'AVC, car on a affaire un handicap potentiel chez ceux qui n'ont pas récupéré, et ce handicap, on doit pouvoir aider pour le surmonter. Il y a plein de choses à faire. Il faut vraiment que les gens qui ont eu un handicap lié à un AVC consultent leur neurologue vasculaire pour trouver les solutions pour surmonter le handicap visible
ou invisible, ce qu'on appelle le handicap invisible, que j'aborde dans mon livre, qui est très important à prendre en compte. Alors vous dites en fait 40% des victimes s'en sortent sans séquelles et 20% ont des séquelles peu visibles Minime, oui. et 10% en fait de décès sur l'accident proprement dit. Voilà. Et le reste sont des séquelles modérées ou sévères. Alors 30%. les trois grandes formes d'AVC, professeur Amarenko, la plus fréquente c'est l'infarctus, pas l'infarctus du myocarde, mais un infarctus au niveau du cerveau, Oui. un embole en fait. Infarctus cérébral, c'est-à-dire qu'un caillot a bouché une artère du cerveau. Et ce caillot, le fait que ce soit bouché, le territoire qui est irrigué par cette artère ne l'est plus. Et ça donne ce qu'on appelle une nécrose, c'est-à-dire la définition de l'infarctus. Donc, comme l'infarctus cérébral, puisque là on est dans le cerveau, exactement comme l'infarctus du myocarde quand on est dans le cœur. Et vous dites tout doit être fait pour déboucher l'artère le plus vite possible et éviter que l'ischémie ne se transforme précisément en infarctus. Exactement, en nécrose. Et pour cela, c'est une course contre la montre. On a des moyens de déboucher l'artère par injection d'un produit qui dissout le caillot, que l'on fait au pli du coude. Auparavant, on s'est assuré qu'il s'agissait bien d'une ischémie cérébrale, c'est-à-dire d'un caillot qui bouche une artère, ce qui est environ 80% des cas. On a éliminé l'hémorragie cérébrale qui constitue 20% des cas. Et on injecte donc le produit dans une veine, au coude, et ça permet dans l'heure de dissoudre plus ou moins le caillot. Donc on arrive à dissoudre le caillot dans 40% des cas, ce qui est déjà pas mal. Mais on voit bien qu'il y a encore 60% chez qui on n'arrive pas à déboucher le caillot, déboucher l'artère. Et pour ces cas-là, il y a une autre technique qui est ce qu'on appelle la thrombectomie, c'est-à-dire thrombectomie, thrombus, caillot, c'est la même chose. On monte un petit cathéter dans une artère fémorale, on va jusque dans les artères du cerveau, là où il y a le caillot, on extrait le caillot au moyen de ce cathéter, ce qui débouche l'artère immédiatement. Et pour cela, on a un petit peu plus de temps que pour la thrombolyse, qui est le produit qui dissout le caillot. La thrombolyse, on a 4h30 pour le faire. Pour la thrombectomie, on a 6 heures. Le mieux, c'est de le faire le plus vite possible. Vous utilisez le terme américain, le golden time, là où le... La golden hour, c'est dans l'heure qui suit l'AVC. C'est sûr que si on peut être traité dans la première heure, on a de grandes chances. On a calculé dans un papier qu'on avait écrit et qui montrait justement que la thrombectomie permettait de déboucher l'artère beaucoup mieux que quand on faisait la thrombolyse seule. On avait calculé que si on pouvait déboucher l'artère moins de 3h30 après le début des symptômes, 90% des gens guérissent. Et ensuite, toute demi-heure perdue au-delà de 3h30, c'était 20% de guérison en moins. Donc chaque demi-heure, c'était 20% de guérison en moins. Donc on peut guérir d'un AVC, il faut faire très vite. Par ces techniques-là, je veux dire, il faut faire très vite et le plus vite, le mieux. Vous dites toute minute de perdu, c'est 2 millions de neurones en moins. Donc une véritable course contre la montre pour injecter quelque chose comme du desktop. Oui, c'est ça. Alors, quels sont les symptômes? Vous expliquez qu'en fait, c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça veut dire que les symptômes sont d'une extrême brutalité. La personne est tout à fait bien, comme nous sommes là tous les deux en ce moment, et puis d'un coup, ça vous tombe dessus. C'est pourquoi j'emploie l'expression de coup de tonnerre dans un ciel serein. Ce sera quel symptôme, professeur Amarenko? Tout va dépendre de la lésion du cerveau, du siège de la lésion dans le cerveau. Et de sa taille. Si c'est dans la zone motrice, on va avoir une paralysie, c'est-à-dire une faiblesse musculaire d'un bras, de la jambe, de la face. Donc on a la bouche de travers. Si c'est dans une zone visuelle, on va avoir un trouble de la vue avec une perte de la vue de tout un côté de l'espace visuel. Si c'est dans une zone de langage, on va avoir un trouble de la parole, des difficultés à sortir les mots, à les exprimer, à les trouver dans sa tête. Dire un mot pour un autre aussi, c'est une autre possibilité. Si c'est les centres d'équilibre qui sont touchés au niveau du cervelet, à ce moment-là, on marche comme une personne ivre et on a souvent un grand vertige rotatoire, c'est-à-dire que tout tourne
pas comme on dit d'habitude, j'ai le tournis dans la tête, mais au contraire, c'est les murs qui tournent autour de vous et le sol qui devient le plafond, etc. Et souvent, c'est associé à des maux de tête. Et puis, des troubles de la sensibilité, lorsqu'il s'agit d'une zone qui s'occupe de la sensibilité dans le cerveau, à ce moment-là, on a des fourmillements ou un engourdissement ou des picotements de tout un côté du corps, le bras, la jambe, le tronc, la face, ou bien l'une de ces parties du corps. Une confusion, un trouble de la mémoire qui dure quelques minutes n'est pas un accident vasculaire cérébral. Non, ce sont des troubles, c'est un trouble global, de dysfonctionnement global du cerveau. Donc, ce n'est pas un trouble focal comme l'est l'AVC. L'AVC, c'est une zone du cerveau, tandis que quand on a un trouble de mémoire, c'est un problème global dans le cerveau. Et ça n'est pas un accident vasculaire cérébral. Que faire? Vous dites il faut appeler le 15 ou se précipiter aux urgences à condition qu'il y ait un service AVC. Alors, Voilà, évidemment, donc le réflexe que doit avoir tout le monde, c'est le 15. Où qu'on soit en France, on appelle le 15. Et le 15 vous trouvera toujours un lit d'AVC disponible. Le premier disponible, parfois, c'est pas, on a dit en introduction que seuls 50% parvenaient dans une unité d'AVC, parce qu'il y a encore des manquements, mais néanmoins, le 15 se débrouille toujours pour essayer de vous trouver un endroit où on va pouvoir vous traiter le plus vite possible, dans les 6 heures, puisque c'est le délai que l'on a annoncé tout à l'heure. Si vous êtes dans un lieu un peu reculé en France, loin d'un centre où il y a une unité d'AVC, à ce moment-là, on peut toujours soit vous envoyer l'hélicoptère, soit faire les choses par télémédecine. C'est-à-dire que vous allez à l'hôpital le plus proche, qui a un scanner, qui vous fait le scanner ou l'IRM, et par télémédecine, vous êtes en communication avec l'unité d'AVC référente, qui peut vous examiner, vous poser des questions à l'urgentiste qui est à côté de vous, et à ce moment-là, il décide lui-même, le spécialiste d'AVC à distance, il décide lui-même du traitement par thrombolyse, qui est démarré au service d'urgence où vous êtes, et ensuite on vous met dans une ambulance et on vous envoie à l'unité d'AVC, mais pendant ce temps-là, pendant le temps du trajet, le traitement coule dans vos veines, ce qui fait gagner tout le temps du trajet. c'est vraiment la course contre la montre, mais vous dites que la moitié des personnes qui font un AVC seulement accèdent à un service spécialisé. Oui, parce qu'ils arrivent trop tard à l'hôpital, par exemple. C'est sûr que dans les unités d'AVC, on va toujours privilégier les personnes qui arrivent dans les temps pour le traitement. Voilà. Et après, on prend les autres qui arrivent, mais là, on sait qu'on ne peut en prendre que 50%. Et il faudra, dans l'avenir, il faudra augmenter nos lits d'AVC, sauf si on a, comme actuellement, la crise d'infirmières, du manque d'infirmières qui vraiment perturbe considérablement le fonctionnement des services sur Paris Intramuros. Actuellement, c'est catastrophique. Quelles sont, professeur Marenko, les grandes causes d'AVC? Alors, la grande cause d'infarctus du myocarde, pour prendre un exemple, pour rappeler que l'infarctus du myocarde, c'est la maladie athéroscléreuse, c'est-à-dire des plaques de graisse dans les artères coronaires. D'accord ? C'est à peu près 99%, on va dire, des infarctus du myocarde. Pour l'infarctus cérébral, là, il peut y avoir plein d'autres causes. Alors, les plaques de graisse, c'est une cause, notamment dans l'artère carotide ou bien dans les artères intracrâniennes. C'est une cause qui concerne entre 40 et 60% des gens quand même. Hein, c'est très fréquent. Diagnostic par un écho-Doppler, par une échographie carotidien, Doppler, par un angioscanner, par une IRM cérébrale. Voilà, il y a plein de moyens de faire le diagnostic de plaques de graisse dans la carotide. L'hypertension artérielle est une cause d'AVC? L'hypertension artérielle est une cause pour une autre forme d'AVC qui s'appelle l'infarctus lacunaire, c'est-à-dire des tout petits AVC dans le territoire des petites artères. Et donc ces petites artères, sous l'effet de la pression artérielle, l'hypertension artérielle chronique, s'épaississent
jusqu'à un moment où un caillot va se former et va boucher une petite artère. Et il va donner un petit AVC qui va, donc comme c'est un petit AVC, il va souvent bien récupérer, mais la sommation de ces petits AVC conduit souvent à des troubles du fonctionnement mental, des troubles de la marche, voilà, c'est cette sommation de petits AVC. Et ça, la maladie des petites artères, c'est directement lié à l'hypertension artérielle chronique, donc l'hypertension est causale. Et une autre façon pour les petites artères d'être abîmées par l'hypertension artérielle, c'est que sous l'effet de la pression, elles éclatent. Et là, c'est l'hémorragie cérébrale. Donc, c'est les 20% d'AVC dont on avait parlé en introduction qui donnent des hémorragies cérébrales. Ce sont ces petites artères qui éclatent dans le cerveau sous l'effet de la pression artérielle. Et la troisième grande cause d'attaque cérébrale, à côté des plaques de graisse de la maladie des petites artères hypertensives, ce sont les cardiopathies, les sources cardiaques d'embolie, et notamment la grande cause, c'est l'arythmie cardiaque qui favorise des flux lents dans le cœur et donc le caillotage. Et c'est là qu'un petit caillot qui se forme dans le cœur peut partir dans la circulation, être emporté par le courant sanguin jusque vers le cerveau. C'est là qu'on parle d'embolie cérébrale. Alors, vous dites qu'il est très, très, très important d'essayer de prévenir par la prévention et de savoir si on fait partie des populations à risque. Et vous avez en fait donc un site internet qui s'appelle vaincrelavc.org qu'on peut aller consulter et répondre à un questionnaire. Voilà, sur vaincrelavc.org, vous cliquez sur Mon risque d'AVC et là vous avez un questionnaire, 8 questions à propos de l'hypertension artérielle, du cholestérol, du tabac, du diabète, l'existence ou non d'une arythmie. Et c'est facile à savoir si on a une arythmie. On prend le pouls radial au-dessus du pouce, là. Les patients ont du mal avec ça. Oui, mais il faut qu'ils apprennent parce qu'on sent le pouls battre régulièrement ou pas. Si c'est irrégulier, il faut voir son médecin traitant. Parce que l'irrégularité du pouls témoigne d'une arythmie qu'on appelle la fibrillation atriale, qui est une grande cause d'AVC, et il suffit de donner un traitement anticoagulant pour éviter l'AVC. Donc voilà une des questions qu'il y a sur le questionnaire. Ensuite, est-ce que vous êtes sédentaire, ou est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous êtes en surpoids, et finalement, est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille d'AVC ou d'infarctus du myocarde avant l'âge de 50 ans. Au terme de ce questionnaire, vous avez une réponse en vert, orange ou rouge, comme les feux tricolores. Évidemment, si vous êtes rouge, c'est que vous êtes à risque d'AVC. Et là, vous avez la possibilité, en entrant votre email, votre adresse email, de recevoir un compte-rendu détaillé, personnalisé en fonction des questions, des réponses à vos questions, et surtout des conseils pour diminuer le risque d'AVC ou éviter l'AVC. Alors, vous expliquez, votre livre, bien évidemment, développe les notions que vous nous donnez, et vous dites qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs à ne pas négliger. Et je voulais revenir sur l'AIT. Vous dites l'AIT, c'est à traiter comme un AVC, même s'il est bref, car c'est un symptôme d'alarme, c'est la fumée du volcan qui annonce l'éruption. Absolument. L'AIT, c'est quoi? C'est juste les symptômes qu'on a donnés tout à l'heure, hein. C'est les mêmes symptômes, mais qui ne durent pas. Qui dure quelques secondes, quelques minutes, moins d'une heure le plus souvent. Lorsqu'on a eu ces symptômes, il ne faut surtout pas dire c'était une petite fatigue passagère, c'est pas grave, etc. Il faut consulter tout de suite. Parce que comme vous le dites, c'est la fumée du volcan et qu'il risque d'y avoir le vrai AVC qui arrive juste derrière. Et le risque le plus important, la période la plus importante à risque, c'est dans les 48 heures qui suivent. Donc il faut tout de suite consulter dans une clinique d'AIT ou dans un service, dans une unité d'AVC, pour qu'on fasse les examens complémentaires immédiatement. En moins de 3 heures, on doit pouvoir les faire et trouver la cause, la traiter, et on évite l'AVC dans 80% des cas. Alors, c'est ce que vous expliquez. On est presque, professeur Amarenko, au terme de notre entretien. Votre livre « Vaincre l'AVC », vous dites c'est possible, même si c'est un combat parfois long. Alors, on n'a pas abordé, après la sortie de l'hôpital, il a aussi, bien évidemment, des difficultés. Oui, il y a des difficultés parce que ce qui est important après un AVC, c'est retrouver l'estime de soi et retrouver sa place dans la famille,
dans le cercle amical, dans le cercle professionnel, et c'est tout le combat qui doit se faire lorsqu'il y a des séquelles. On a vu que si 60% des gens guérissent, il y en a quand même 30% qui gardent des séquelles, plus ou moins sévères. Et là, il y a plein de choses à faire, et j'engage tous ceux qui ont des séquelles à consulter régulièrement leur neurologue pour justement les diminuer. Il y a plein de solutions, je les écris dans mon livre. Vous vous insurgez dans votre livre sur la contention des patients, vous insurgez sur la sélection des patients qu'on trie comme des lentilles, c'est le terme que vous utilisez. Ça, c'est pour... oui, mais c'est vrai que... l'argent est un peu le nerf de la guerre. L'argent, oui, et puis non, c'est-à-dire qu'on a un système d'aval des unités d'AVC en France, comme d'ailleurs de tous les services d'aigus, qui n'est pas bien fait. En Allemagne, vous avez un AVC, vous avez tout de suite votre place en rééducation ou en soins de suite. En France, c'est pas pareil, vous devez souvent attendre, et souvent attendre longtemps dans une unité d'aigus, ce qui empêche de prendre un patient AVC dans une unité d'aigus d'ailleurs. Donc, on pourrait améliorer justement le pourcentage de patients admis dans un lit d'AVC si on avait cette fluidité en aval. Et c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas résolu en France. Les gens qui sont dans les services de rééducation peuvent choisir, ce patient je le prends, ce patient je le prends pas, en fonction de est-ce qu'il va récupérer ou est-ce qu'il va pas récupérer, entre guillemets. Donc c'est quand même compliqué. Et donc vous restez avec votre patient sur les bras, essayez de le vendre, entre guillemets, quelque part, pour qu'il soit vraiment pris en charge, car ces patients ont besoin d'une prise en charge, même si la récupération est lente et difficile. On doit pouvoir toujours récupérer. Il faut donner de l'espoir à ces gens-là. Quand il y a un incendie dans le sud de la France, vous passez 1 an plus tard, il se passe quoi ? Tout a reverdi. Tout est vert. Et si vous passez 2 ans plus tard, ça a commencé à repousser. Et bien dans le cerveau, c'est pareil. On peut comparer l'AVC à un petit incendie. Bien 1 an plus tard, tout a reverdi. Alors, la nature récupère et donc on peut vaincre l'AVC. On peut vaincre l'AVC et tout faire pour essayer de l'éviter. Alors je rappellerai à nos auditeurs qui peuvent être intéressés donc le site sur lequel on peut effectivement aller pour vérifier qu'on est ou qu'on n'est pas quelqu'un à risque. Professeur Amarenko, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage publié aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Merci.